Je pense notamment à la poupée qui est ici, qui en France n'est pas très connue, mais qui est très connue dans les pays anglophones et aux États-Unis. Alors on vous en parlera un petit peu plus demain ou après la conférence si vous voulez. Et effectivement, aux Asti Industries, on s'intéresse à tout ce qui touche à l'occulte, au paranormal, à l'étrange, au bizarre et au curieux. On récupère des objets qui sont rattachés à des mythes et légendes, qui sont réputés être hantés. Alors, le thème cette année étant les détectives de l'étrange, on a choisi de vous présenter un objet en particulier, enfin une collection d'objets, une mallette plus précisément. Alors au début on avait pensé à une autre mallette, mais c'est trop connu, il y a beaucoup de gens qui connaissent, c'était les Vampire Killing Kits. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ces coffrets-là. En français c'est ce qu'on appelle les kits de tueurs de vampires. Ce sont des coffrets qui ont été commercialisés au XVIIIe siècle par un liégeois du nom de Bloomberg. Et ce sont des coffrets dans lesquels vous trouvez tout le nécessaire pour chasser les vampires. Donc en général on trouve une arme à feu, des balles en argent, de l'eau bénite, de l'ail, des pieux. Alors ça c'est un vrai pieu par exemple. Les pieux en bois, faut oublier. Avec un pieu on est censé défoncer la cage thoracique, les muscles et percer le cœur. Donc on va préférer du costaud. Ces coffrets de chasseurs de vampires, ils sont sortis pour deux raisons essentielles au XVIIIe siècle. Premièrement, on avait énormément peur des vampires. On y croyait dur comme fer. Pourquoi? Parce que dans l'Europe de l'Est, ça s'est répandu dans le monde entier, il y a eu une épidémie de rage que les gens ont assimilée au vampirisme. Et puis au XVIIIe siècle, le vampirisme... Ah bah tiens, oh là là, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Ah oui, c'est peut-être mieux comme ça, non? Voilà. Donc je disais, au XVIIIe siècle, on a effectivement une grosse psychose vampirique qui va s'installer. Les gens, de manière générale, vont vraiment avoir peur des vampires. Premier abord déjà parce qu'il y a cette épidémie de rage dont je parlais, qui va toucher rats, chiens, mais aussi les humains. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu un chien qui est enragé, c'est quelque chose. Dites-vous qu'un humain qui a attrapé la rage, c'est à peu près pareil. Ça va entretenir le mythe. Au XVIIIe siècle, on a aussi Goethe qui va poser les bases, les nouvelles bases du mythe vampirique. Avant ça, le vampire s'était perçu comme un monstre moche. À titre d'exemple, je prendrai le film Nosferatu, que peut-être, même si vous ne l'avez pas vu, vous avez au moins vu des extraits. Un vieux film en noir et blanc où le vampire est chauve, a des grandes oreilles pointues. C'est pas les canines qui sont pointues, c'est les deux dents de devant. Du coup, on dirait un lapin vampire un peu, avec des grands doigts crochus. Le vampire est représenté vraiment comme un monstre dangereux. Il s'en prend aux gens, qui les dévore et qui les tue. À partir du XVIIIe siècle, donc, Goethe pose des nouvelles bases qui vont être reprises par Bram Stoker, par Anne Rice, où le vampire ne va plus être ce monstre repoussant, mais ça va devenir le dandy. C'est pas un monstre qui vous fait peur et qui vous fait du mal, c'est un monstre qui vous attire, qui vous charme et qui vous fait du mal. Donc le mythe prend une deuxième dimension et ça va renforcer cette psychose. D'où la commercialisation de ces mallettes. En plus, je vous ai dit que c'était inventé par un liégeois qui s'appelait Bloomberg. Il faut savoir que Bloomberg, il était armurier. Donc son but premier, c'était de vendre des pistolets. Donc forcément, il va faire des coffrets de chasseurs de vampires avec des pistolets spéciaux sur lesquels on va faire des incrustations de symboles religieux, de pierres précieuses. Ça va se vendre encore plus cher. Et on est à la mode des cabinets de curiosité. Ils sont des petits musées personnels, comme nous en avons un justement aux Asti Industries. Bon, lui, il commence quand même à avoir une certaine consistance, on va dire. Mais c'était des petits musées personnels que chacun avait chez soi, dans lesquels on mettait un petit peu toutes sortes d'objets dont le but était d'attiser la curiosité. Ça pouvait être relatif à l'anthropologie, à des civilisations disparues, ça pouvait être des créatures un peu bizarres dans des bocaux, ce genre de choses. Et donc les mallettes de chasseurs de vampires se répandent, se vendent très très bien, très très cher aussi. Et ça reste un objet pour pavaner aussi. Alors on n'achète pas ça juste pour faire le malin en disant oui j'ai un Vampire Killing Kit à la maison, non. On a quand même ça au cas où, on ne sait jamais, bon si jamais il y a un vampire, on a de quoi l'éclater. Mais ça reste un objet qui est aussi là pour montrer une certaine richesse de la personne et compagnie. L'objet que je vais vous présenter est un petit peu plus différent, parce que c'était pas commercialisé dans le sens où on entend,
c'est vraiment quelque chose qui est plus en accord avec justement le thème du festival, à savoir les détectives de l'étrange. C'est le même principe que ces fameuses mallettes de chasseurs de vampires, sauf que là, c'est une mallette de chasseurs de fantômes. Le principe est quand même relativement différent. Si dans les mallettes de chasseurs de vampires, on a tout ce qu'il faut pour déglinguer du vampire, ni plus ni moins, hein. On a des pistolets, on a des pieux, on a quand même du létal et du violent. Dans le matériel de chasse aux fantômes, on va se concentrer sur un protocole et on va travailler de façon beaucoup plus pragmatique. Alors je ne vais pas vous présenter tout en détail parce qu'il y a beaucoup d'objets, mais il y en a certains qui sont quand même nécessaires de vous présenter en détail. Je précise que ça date du 19e siècle. Les chasseurs de fantômes, ça existe encore aujourd'hui. Ça tourne d'ailleurs très bien sur YouTube, c'est une des nouvelles modes du moment. Et aujourd'hui, ils utilisent des appareils technologiques de pointe. On en a quelques-uns, on n'en a pas beaucoup ici parce qu'on n'a pas jugé utile de tout amener. Mais voilà, ils vont travailler avec des enregistreurs numériques, avec des capteurs EMF, qui sont des appareils qui détectent les champs électromagnétiques. Et au 19e, on n'avait pas tout ça. Au 19e, on travaillait différemment. Déjà, la première chose qu'on va faire quand on est un chasseur de fantômes au 19e siècle, c'est qu'avant de chasser les fantômes, on va chasser les faussaires. Ça va être la plus grosse partie des chasseurs de fantômes. Détecter les faussaires. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un faussaire, je vais prendre un exemple très simple. Scooby-Doo. Un faussaire, c'est pas un chien qui parle, je vais vous expliquer. Dans Scooby-Doo, les méchants, c'est jamais des fantômes, c'est jamais des vrais monstres. Hein, c'est toujours le promoteur qui veut vendre un truc immobilier et qui met un masque et qui fait croire que c'est un monstre. Les faussaires, c'est ça. Au 19e siècle, le thème des fantômes était très à la mode. C'est l'apparition du spiritisme notamment. Et on a un énorme intérêt pour le paranormal. Donc on va voir plein de petits malins qui vont essayer de se faire de l'argent. Et quand on va chasser le fantôme, on va en premier lieu s'assurer qu'on est bien en présence de quelque chose d'étrange et qu'on n'est pas en présence d'un petit plaisantin. Pour faire ça, on a plusieurs objets. Pour chasser les faussaires, donc. Premier objet qu'on va trouver, qu'est-ce que c'est d'après vous? Presque. Non plus, pas du sel. Non plus. Pas de la cocaïne, non. De la sucre? Non. Du sucre? De la maïzena, du sucre, non plus. De la chaux, non plus. Pardon? Du talc. Eh bien, on a une gagnante. C'est du talc. Alors effectivement, aujourd'hui, c'est remplacé par de la farine. Et les chasseurs de fantômes d'aujourd'hui ne savent pas pourquoi on trouvait du talc ou de la farine dans les mallettes du 19e, donc ils ont un petit peu détourné le procédé. Aujourd'hui, ils pensent que les entités, les fantômes ou les esprits, appelez ça comme vous voulez, auraient du mal à entrer en contact physique avec notre plan de réalité à nous. On pense que la farine, comme c'est léger, c'est pas très dense, ça peut être un objet avec lequel les fantômes auraient plus de facilité à entrer en contact. Donc les chasseurs de fantômes aujourd'hui vont le répandre en espérant que l'esprit va y laisser une trace de main ou ce genre de choses. C'est une petite déformation effectivement de ce qu'on trouvait à l'époque, à l'apparition de ces mallettes, puisque le talc sert à détecter les faussaires. Le talc, on va en mettre en haut des marches d'escalier, dans l'encadrement des portes, au sol. Et effectivement, un fantôme, il n'est pas censé laisser de traces. Un petit malin qui va faire croire à un fantôme en se baladant dans un manoir soi-disant abandonné, en faisant 2-3 effets, il va forcément, sans faire attention, laisser des traces de pas sur le talc. Voilà, en général, de toute façon, même si les fantômes laissaient des empreintes, il y a rarement des semelles en cuir avec la pointure marquée dessous, à titre d'exemple. Enfin, je pense pas. Enfin, nous, les fantômes qu'on a, en tout cas, ils n'ont pas de chaussures. Deuxième objet qui va être utilisé, là, c'est de la craie. Parce que la craie en poudre, ça ne servirait pas à grand chose. Alors ça, c'est pareil, ça va être un petit peu déformé aujourd'hui. Aujourd'hui, la craie, ils vont s'en servir pour marquer l'emplacement des meubles au sol. Ils vont faire le tour des pieds de table, des pieds de chaise et compagnie, avec de la craie. Dans l'éventualité où un esprit pourrait déplacer un objet, on verrait les déplacements. En fait, c'est pas du tout ça. Une fois de plus, ça sert à démasquer les faussaires. Alors je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au 19e siècle. Il y a un homme qui possédait un manoir qui datait du 17e siècle.
ça faisait 2 siècles que c'était dans la famille. Le manoir était en grande partie en ruine, mais il y avait quand même des pièces encore debout. Et il était réputé pour être hanté. Avec cette grande mode du spiritisme et des fantômes, il y a plein de chasseurs de fantômes qui vont essayer de faire leurs enquêtes. Et ce monsieur va se mettre à louer son manoir pour des séances de spiritisme, pour des chasseurs de fantômes. Il y a une petite équipe de chasseurs de fantômes justement, qui vont, grâce à la craie, découvrir un subterfuge. Plutôt que de marquer les meubles style table ou chaise, dire l'esprit va le déplacer, on marquait l'emplacement des gros meubles, armoires, étagères, placards et compagnie. Et c'est comme ça, en marquant l'emplacement d'une armoire au sol, qu'ils ont découvert un décalage en fait entre les traits qu'ils avaient fait et le meuble d'à peu près 2,5 cm. Ce qui voulait dire que le meuble avait été déplacé alors qu'ils étaient censés être seuls sur le lieu. Ils ont cherché un moment, parce qu'ils n'ont pas réussi à déplacer le meuble, ils ont trouvé un système, je vous rappelle qu'on est au 19e siècle, donc on n'avait pas toutes les technologies de l'époque, où il fallait enlever certaines lattes du parquet, qui révélaient un système de rails qui permettait de décaler le meuble. Et là, ils ont trouvé une petite pièce secrète, qui n'était pas plus large que l'espace qu'on a entre la table, où l'homme à l'intérieur avait plein de tubes en cuivre qui descendaient à peu près à cette hauteur-là, qui s'arrêtaient là avec des clapets, dans lesquels il pouvait parler, et ça faisait un effet de voix, en plus ça déformait les sons, et on entendait des voix à l'étage. Il avait également des gaines, des câbles, enfin des gaines métalliques qui tiraient dessus avec des poignées, qui allaient faire bouger des choses à l'étage. Il avait un système qui faisait tomber des bouquins dans la bibliothèque qui était à l'étage, ou qui claquait des portes, par exemple. Ce qui permettait d'avoir personne sur le lieu. Et malheureusement, il s'est fait choper, tout simplement parce qu'on avait noté l'emplacement de l'armoire à la craie. Troisième astuce, pour détecter les faussaires, un truc indispensable, le mètre ruban. Alors ça va servir à mesurer les pièces, tout simplement. La particularité qu'on va faire de l'utilisation du mètre ruban, c'est qu'on va toujours mesurer les pièces de l'intérieur et de l'extérieur. Et là, on a trouvé une anecdote dans les archives un petit peu similaire aussi, où ils se sont rendus compte qu'il y avait une bibliothèque qui faisait 8 mètres de long à l'intérieur, et ils avaient 10 mètres à l'extérieur. Et c'était pas un truc avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. En fait, en sondant les murs, ils se sont rendus compte que les 2 mètres de perte, ils les avaient dans une pièce secrète, depuis laquelle le petit filou organisait justement ces effets spéciaux de l'époque. Une fois que tout ça va être effectué, qu'on est sûr qu'on n'est pas en présence de faussaires, on va travailler un peu plus sur le terrain. Pour ce faire, les chasseurs de fantômes vont suivre un protocole. Des protocoles de chasseurs de fantômes, il en existe plusieurs, qui sont extrêmement compliqués à se procurer, parce qu'en général, c'est monté par les sociétés secrètes ou les clubs d'occultistes qui étaient très en vogue au 19e. Je pense aux francs-maçons qui se sont intéressés à ça, à l'ordre de la Rose-Croix, à la Golden Dawn, montée par Lister Crowley. Il y a plein de sociétés secrètes comme ça qui se sont montées au 19e, où ils avaient leur protocole de chasse aux fantômes. Il y en a un qui va être repris au niveau européen puis au niveau mondial, c'est le protocole Koch. Il est ici, si vous voulez venir voir après, le lire en détail. Alors Koch, ça s'écrit comme l'animal, C-O. Pourquoi? Parce que c'est la déclinaison des mots comment ou quand. Si on prend la première lettre, ça fait Koch. Effectivement, c'est le protocole d'enquête qui va faire qu'on cherche d'abord comment se manifeste le phénomène, où il se manifeste et quand il se manifeste. Ensuite, on a tout un protocole à suivre dans lequel on va essayer de déterminer un petit peu les origines des phénomènes en partant du principe qu'on a déjà écarté la thèse du faussaire. Alors, un exemple très simple, les chasseurs de fantômes dont vous avez la représentation en général, je pense qu'on peut tous citer un film de chasseurs de fantômes. Voilà, je l'ai entendu. Dans Ghostbusters, il y a un truc qui est quand même super classe, c'est qu'ils ont des pièges à fantômes. Ça n'existe pas en vrai. Les trucs comme ça qui s'ouvrent et hein, non. Mais les pièges à fantômes existent, et existaient déjà au 19e siècle sous une autre forme. Voilà. Bon, c'est moins classe que les trucs de SOS fantôme hyper technologiques. Mais là, vous avez un piège à fantôme du 19e siècle. Comment ça marche? C'est une bougie qui fait la moitié du flacon. Le flacon donc, est plus haut pour empêcher que les courants d'air éteignent la bougie. Et ce sont des bougies spéciales qu'on utilisait qui sont censées attirer
les fantômes. Quand le fantôme est attiré par la bougie, il va se poser sur la mèche, éteindre la flamme. À ce moment-là, on ferme le flacon et il est prisonnier. Il y en a même qui renforçaient le piège en plaçant dans le couvercle un petit miroir. Pourquoi un miroir? Vous avez plein de croyances qui sont liées au miroir et aux fantômes. Il y en a plein que vous ignorez. Par exemple, quand une personne meurt dans une maison, on dit qu'il est de coutume de couvrir les miroirs. Ça se fait de moins en moins parce qu'en général, déjà, on meurt à l'hôpital, de plus en plus. Mais on a peur que l'esprit des personnes décédées soit enfermé dans les miroirs et ne rejoigne pas l'au-delà. D'ailleurs, le mythe des fantômes est très très lié à cette peur que les morts reviennent. Toutes les cultures, on le trouve, il y a plein de coutumes comme ça. Quand on sortait quelqu'un qui était mort chez lui, par exemple, on n'allait jamais directement de la maison au cimetière. On avait peur que le mort connaisse la route et revienne chez lui. Donc, quand on sortait le cercueil, on faisait tout le tour du village, on partait dans plein de petites rues pour aller l'enterrer. Et les miroirs, donc, font partie de ces croyances-là. Donc on couvre les miroirs quand il y a un mort, ça peut-être que vous l'avez oublié. Par contre, il y a un truc que tout le monde connaît. Si on pète un miroir, qu'est-ce qui se passe? 7 ans de malheur. Pourquoi 7 ans de malheur quand on casse un miroir, messieurs, dames? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Tu as une idée? Presque. Parce qu'on libère l'esprit qui est dedans, alors en fait c'est l'inverse. Alors, il y a une autre croyance qu'on retrouve dans plein de cultures, qui est encore très très présente dans tout ce qui est Bretagne et alentour, notamment avec les Anaons, qui sont ce qu'on appelle les esprits mélancoliques. On pense qu'il y a certains fantômes qui restent dans le monde des vivants parce qu'ils ont une pénitence à accomplir. Ils ont quelque chose qu'ils n'ont pas fini de leur vivant, et avant d'aller dans le monde des esprits, ils doivent finir cette chose. Il y en a aussi peut-être qui n'ont pas été très sages de leur vivant. Une fois qu'ils sont morts, ils doivent d'abord réparer leurs bêtises. Donc ils n'ont pas le droit de rejoindre le monde des fantômes sans avoir expié leurs fautes. Dans ces croyances-là, il y a beaucoup d'idées comme quoi les fantômes devraient prier, demander pardon. Pendant longtemps, parce que c'est des fantômes, ils ont toute l'éternité devant eux, donc la punition en général, c'est pas tu fais ta prière 5 minutes et tu t'en vas. La croyance, elle est que c'est de plusieurs années. Si vous dérangez un esprit qui accomplit sa pénitence, il est obligé de recommencer et de continuer pendant 7 ans supplémentaires. 7 années supplémentaires. Même si sa pénitence était de 800 ans à la base et qu'il avait fait 799 années et 11 mois et 25 jours, qu'il lui restait 5 jours de pénitence, que vous ne voyez pas les fantômes, vous êtes un humain. Vous ne le voyez pas, vous passez dans un champ, vous le bousculez, mais vous ne le sentez pas. Par contre, lui, ça va le bousculer, ça le dérange dans sa pénitence, il fait 7 ans de plus. En général, s'il était libre dans les 5 minutes à venir et que vous rajoutez 7 ans au compteur, il va vous suivre et ça va vous porter malheur. Pour les miroirs, c'est pareil. Si vous cassez un miroir, on pense qu'il y a des esprits dans les miroirs et que cet esprit-là va être obligé de rester 7 ans de plus à cause de vous. Comme il reste 7 ans de plus à cause de vous en général, il va vous suivre. Et puis s'il peut vous faire un ou deux petits coups tordus, ben, il va pas se gêner parce que voilà. Ah, tu m'as mis 7 ans de plus, tu vas voir, on va s'amuser pendant les 7 ans. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc c'est pour ça qu'on pense que 7 ans de malheur, c'est ce qui arrive quand on casse un miroir. Donc, si on ne croit pas au fantôme, on n'est pas censé croire en ça. Mais bon, la superstition, hein, on ne va pas trop s'étaler dessus. Une question par rapport à vos déjà fantômes, là, c'est vachement petit. Ouais. Il ne faut pas avoir de gros fantômes à attraper. Hein. Alors, c'est une bonne question. Il y en a de toutes les tailles, des pièges à fantômes. Il y en a même qui coulaient les bougies directement à l'intérieur, plutôt que de mettre la bougie comme ça. Et il y a eu on a vu 2-3 modèles assez costauds. Hein. Moi, j'ai vu des trucs comme ça. Donc, voilà, il y en a de toutes les tailles. Alors la bougie, cependant, je vous disais que c'était une bougie spéciale qui est censée attirer les esprits. Il faut savoir que, alors, ça nous a demandé beaucoup de recherches. On fait des recherches, justement, c'est pour ça que j'ai des agents de terrain, parce que tout seul, je ne m'en sortais pas. On en a qui sont spécialisés dans la documentation, on en a qui sont spécialisés dans la collecte d'objets. Pour les collecteuses d'objets, la meilleure qu'on ait, elle est là. C'est Abby, c'est notre chasseuse. Voilà. Ces bougies donc sont très particulières. Il a fallu qu'on traduise la recette qui était issue d'un grimoire médiéval qui était écrit en patois et en vieux français.
autant vous dire que ça s'est pas fait en 5 minutes. Et ces bougies sont donc faites de plusieurs ingrédients, je ne vais pas tous vous les donner. Au pire, s'il y a des curieux, vu que j'ai traduit, j'ai quand même un support. Alors c'est en français normal. Les ingrédients principaux de ces fameuses bougies censées capturer les esprits. Les bougies, on les fait avec de la graisse principalement. Là, on prend de la graisse de pendu. La mèche, ouais, c'est quelqu'un qui est condamné. Eh oui, parce qu'à l'époque, on avait encore les condamnations à mort. Alors ça c'est du sang? Non, non, la graisse. C'est pas du sang, la graisse. Alors, pour la mèche, on prenait des cheveux de pendu ou de la corde de pendu aussi. Ensuite, il y a tout un rituel. On va mettre la graisse dans un drap mortuaire, c'est chauffé au four avec de la fougère et différentes recettes et compagnie. Il y a une question, madame? Non, c'est vu que tout est fait de pendu, même les mains de gloire dans la main dans le sac de rien et... Ah, tu connais les mains de gloire. Je suis sur le coup pour essayer d'en récupérer une de main de gloire, mais c'est pas répandu. Ils en vendent. Oui, mais c'est des fausses. On cherche du C'est de la déco. Moi, c'est pas des faux trucs de décoration que j'ai. Je récupère des vraies vieilles pièces. Elle est là, la différence. Donc, c'est un peu plus compliqué pour moi de récupérer certains objets. Mais j'ai 2-3 pistes. Un de ces 4, j'en aurai une main de gloire. J'essaierai. Donc, revenons à nos bougies qui sont faites avec de la graisse de pendu, des cheveux de pendu. Comment récupérer ça à l'époque? Bah déjà, à l'époque, il y avait encore des condamnations par pendaison. Ça facilitait les choses. Et on n'allait pas dépouiller les cadavres des pendus pour leur piquer la graisse et compagnie. Non, c'était plus simple que ça, c'était légal. Un homme qui était condamné à la pendaison à 14 h le mardi, on pouvait être sûr que dans la matinée du mardi, il allait recevoir en moyenne entre 4 et 6 visites. Des gens qui venaient, qui lui proposaient de racheter des parties de son corps une fois qu'il serait pendu. Alors la corde déjà, parce qu'il y avait des collectionneurs de cordes de pendus. Chacun son truc, hein. Il y en a c'est les timbres, il y en a c'est les cordes de pendu. Et donc il y en a qui rachetaient la graisse et tout ça, qui rachetaient carrément les corps, qui récupéraient ce qu'ils avaient besoin, qui se débarrassaient du reste. Ça se faisait de manière totalement consentante par les condamnés. Au début, il y en a qui envoyaient bouler les acheteurs, sauf qu'ils se sont vite rendus compte que si le condamné envoyait promener tout le monde, il y avait toujours le gardien de cellule qui disait « Bon écoute, il n'est pas chaud, mais d'ici cet après-midi, quand il balancera au bout de la corde, il ne donnera plus trop son avis, donc passe-moi les sous à moi et tu rachètes ce que tu veux. » Donc au final, les condamnés, sachant très bien qu'ils allaient y passer, en général, soit ils faisaient envoyer l'argent à la famille, soit ils se faisaient un dernier petit plaisir, donc ils se faisaient, avec l'argent, ils se commandaient un bon gros repas, à boire, des dames qui venaient leur faire des câlins, tout ça. Voilà, je ménage mes propos. Hein. Ah, il y a quand même des enfants qui ont compris, j'en ai vu se marrer, bon. Lui, il a compris. Donc voilà, on achetait ces ingrédients-là, effectivement. Et on en fabriquait ces bougies qui sont censées attirer les défunts. Alternative, autre version donc des pièges à fantômes. Il n'y a pas que ce système de bougies. Il y avait des boîtes en fer blanc qui ressemblaient très portées, vous savez, aux vieilles boîtes à sucre qu'on utilise encore des fois. Des boîtes en fer blanc. Le fer blanc, je ne sais pas pourquoi, mais il faut que ce soit du fer blanc. Dans lequel on mettait de la terre consacrée. N'importe quel morceau de terre qui vient du moment que c'est pris dans l'enceinte d'un cimetière, ça marche. Et la terre consacrée est censée attirer les esprits. C'était un peu le même principe. Et une fois que l'esprit était dedans, on fermait la boîte. Alors ne me demandez pas, parce que là on a l'indice, le fantôme éteint la flamme de la bougie, on sait. La terre, comment ça se passe, j'en sais rien. On ne trouve aucune info dessus. On sait cependant qu'il y en a qui doublaient le procédé, c'est-à-dire que dans la terre consacrée, ils rajoutaient une bougie faite en graisse de pendu. C'est pour ça que quand la flamme était éteinte, ils fermaient la boîte en fer blanc. Et j'essaie de savoir s'il n'y en a pas qui ont triplé le procédé en mettant un miroir dans le couvercle de la boîte en fer blanc, mais je n'ai pas trouvé d'infos. Et ouais. Alors on faisait un peu avec les moyens du bord. Hein. On utilisait aussi plusieurs autres objets. Bon, déjà on a toujours un couteau, parce que ça peut toujours servir. De la ficelle, parce que ça peut toujours servir. On y fixait des petites clochettes en général sur la ficelle. Et on posait ça autour des poignées de porte. Et dans l'encadrement des portes, il y aura du sol. Ça permet, une fois de plus, s'il y a un faussaire, il va faire bouger les clochettes, ou il va se prendre des pieds dans le fil et des fois même se casser la gueule. C'est encore plus rigolo parce que du coup là, il tombe. Donc on sait qu'il est là, mais en plus on peut le choper. C'est vachement plus drôle. On va aussi utiliser ça. Qu'est-ce que c'est? Perdu. C'est pas des clés.
Non. Porte-clés. Je vous donne un indice. Il y a un nain, il s'appelle pareil dans Fort Boyard. Passe-partout. Passe-partout. Exactement. Alors passe-partout, avant d'être un petit bonhomme, c'était des clés. Alors les passe-partout, c'est... Les gens pensent souvent qu'un passe-partout, c'est une clé magique qui ouvre toutes les serrures. Ça marche pas comme ça. Vous pourrez venir voir tout à l'heure, les clés sont très très plates parce qu'on va superposer différents modèles et essayer de reconstituer le mécanisme d'une clé. Petit problème des passe-partout ou des crochets de serrurier, ça peut laisser des marques sur les serrures. Et les investigateurs qui vont chasser les fantômes à l'époque, ils n'ont pas forcément l'autorisation pour aller sur les lieux. Et ils vont vite abandonner l'idée des passe-partout parce que ça se voit qu'on est rentré sur les lieux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le proprio peut changer les serrures, on doit tout recommencer. Et puis surtout, une fois qu'on a forcé une serrure, on ne peut pas la reverrouiller. C'est-à-dire que la porte est ouverte. N'importe qui peut rentrer et ça peut fausser l'enquête puisqu'on ne saura pas vraiment si les phénomènes sont dus à un intrus ou à autre chose. Donc on va remplacer les passe-partout par ça. Et qu'est-ce que c'est ça? Une clé. Ah, ils sont un peu plus hésitants du coup. Une clé, et elle est un petit peu spéciale. Parce qu'elle est pleine, elle n'est pas gravée la clé. Elle n'a pas la forme de clé. Les mecs, ils avaient des clés comme ça, c'est une clé vierge. Ils avaient tout un système de petits outils avec des limes et des outils pour tailler les clés. Ils allaient étudier la serrure, ils allaient fabriquer la clé adaptée à la serrure. Comme ça, ils avaient la clé du bleu, ils pouvaient refermer derrière eux. Ils pouvaient même revenir plus tard sans qu'on s'aperçoive de leur présence. Tout bon chasseur de fantômes qui se respecte au 19e siècle possède aussi ça. Une boussole. Une boussole. Qui sert à quoi à votre avis? Exactement. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que dans certains cas, la boussole, elle pétait un peu un boulard. Elle faisait un peu n'importe quoi. Alors quand il y a du brouillard, ça marche, c'est très très bien que tu soulèves ça justement. Il est à qui ce petit? Voilà, très bien. Tu nous laisseras un CV quand tu es majeur pour voir si tu es toujours aussi doué. Peut-être que tu pourras rejoindre les restes industrie. Au pire, sinon on le vendra à un cirque. Hein, si pas à faire, ne vous inquiétez pas. Alors les boussoles, il y a plein de gens qui pensent que les chasseurs de fantômes s'en servent pour détecter les perturbations électromagnétiques. Que je vous explique un petit peu. Les esprits sont censés perturber les champs électromagnétiques. Pour ça, aujourd'hui, ils utilisent des capteurs EMF, qui sont des appareils à la base qu'on utilise quand on fait des travaux dans le bâtiment. C'est quelque chose qui va détecter les champs électromagnétiques. Concrètement, comment on s'en sert des capteurs EMF pour qu'on travaille dans le bâtiment? Si on veut percer un mur et qu'on ne sait pas où est-ce que les fils électriques passent, il y a deux solutions. Soit vous prenez votre perceuse et vous testez un peu à pile ou face, vous avez une chance de percer sans rien faire péter, puis vous avez une chance de taper la gaine ou prendre du 220. Soit vous utilisez un capteur EMF qui va vous permettre de détecter où est-ce qu'il y a un champ électromagnétique, donc les câbles électriques, et vous percez à côté. Et bien ça, les chasseurs de fantômes l'utilisent. Et il y a eu d'ailleurs des événements quand même assez particuliers avec les capteurs EMF. Il y a 2-3 cas assez étranges. Et on pensait souvent que les boussoles servaient à ça, puisqu'elles sont sensibles au champ électromagnétique. Si tout à l'heure vous venez lire le protocole Koch, vous verrez que quand on enquête sur un fantôme, on va regarder un petit peu tous les facteurs, à savoir l'alignement des planètes, les marées, et surtout ça, les lignes et les points telluriques. L'énergie tellurique, les gens pensent souvent que c'est l'énergie magique qui circule dans la planète. C'est faux. L'énergie tellurique, en fait, c'est la force géomagnétique de la Terre. C'est ce qui permet, par exemple, qu'une boussole nous indique le nord ou le sud, tout simplement. Il y a plein de lignes telluriques sur la planète. Si votre lieu sur lequel vous enquêtez, sur lequel vous chassez le fantôme, est sur un point ou une ligne tellurique, ça peut fausser vos instruments et ça peut aussi influer sur le comportement des gens. S'il y a des gens qui vous appellent en disant il y a un fantôme dans la maison, il se peut aussi que leur comportement soit influencé par, on a bien vu par exemple que la Lune a une influence sur le comportement humain, les énergies telluriques c'est pareil, et des fois ça peut venir de là. Comme vous pouvez le constater au fur et à mesure, on est quand même beaucoup plus dans la rationalisation. Hein.
on cherche d'abord à expliquer les choses de manière scientifique. On va essayer de trouver une explication rationnelle avant de se dire c'est un fantôme. Et effectivement, la boussole sert à chercher s'il y a des points telluriques. Ça n'a rien à voir avec les fantômes en soi. Effectivement, s'il y a du magnétisme, si peut-être il y a une source cachée ou des points d'eau sous la maison aussi, ça peut influer sur le comportement des gens, sur la perception de certaines choses. Ça peut aussi, par exemple, être un facteur propice aux feux follets. Les feux follets, vous connaissez? Les feux follets, c'est des petites lumières qu'on a souvent apparentées aux esprits des enfants qui étaient morts trop jeunes. On pensait souvent que les feux follets, c'était les esprits des enfants décédés. En fait, les feux follets, c'est des poches de gaz qui remontent. Et forcément, poche de gaz, quand on enterre quelqu'un, le corps va générer du gaz qui va ressortir. Donc on avait plein de feux follets dans les cimetières. Forcément, je vous fais une remise en contexte rapide, mais qu'on soit au 19e siècle, même aujourd'hui, si vous vous baladez dans un cimetière, vous voyez des petites loupiottes qui tournent autour d'une tombe, votre cerveau, il va vite faire un rapprochement. Il va se dire, oh, qu'est-ce que je viens de voir, c'est bizarre, c'est dans un cimetière, il y a une petite loupiotte autour de la tombe, c'est bizarre. En fait, on a su que c'était que des poches de gaz. Mais à l'époque, on pensait que c'était des fantômes. D'ailleurs, pour revenir sur les pièges à fantômes, pour les feux follets, c'est différent. Comment on les capture, les feux follets, t'as une idée? Oui, c'est tu prends un pieu avec un rond. Ouais, une aiguille en fait. Et tu passes dedans et tu On va fais... le garder, lui, hein? On va le garder. Il passe dedans. Il va Exactement, rester exactement. On utilisait des grosses aiguilles en fait, on les plante en terre et le feu follet est censé essayer de passer par le chat de l'aiguille, ce qui nous laisse le temps de nous barrer. Parce que les feux follets dans la croyance, ils sont pas gentils. Leur passe-temps favori, les feux follets, comme c'est des petites bulles de lumière, c'est censé être des esprits un peu joueurs, ils vont éclairer les gens qui sont perdus dans les bois par exemple. Ils vont leur montrer le chemin en éclairant. Et puis à un moment, ils vont éteindre la lumière et ils vont pousser le voyageur au bord d'un précipice. Donc en général, quand on croisait un feu follet, qu'on était au courant de la croyance, on avait envie de se débarrasser de ça. Donc on plantait une aiguille en terre et effectivement, il est censé, le feu follet, être obligé de passer dedans, ce qui nous laisse le temps de partir. Alors, dans les croyances un peu étranges comme ça, je vais m'éloigner un tout petit peu du sujet, mais on a le même truc avec les vampires. Vous savez tous que les vampires, il y a une croix devant les yeux, le pieu, voilà, l'ail, le crucifix, tout ça. Les graines de moutarde, ça vous parle ou pas? Il y a une croyance qui dit que si vous tombez face à face avec un vampire et que vous avez par chance un flacon comme ça avec des graines de moutarde, il vous suffit de verser ce flacon par terre et les vampires sont censés avoir un toc. Et ils sont censés compter les graines une par une, savoir combien il y en a. Ce qui vous laisse le temps de vous barrer. Si jamais ça devait vous arriver, plutôt que la graine de moutarde, barrez-vous tout court et utilisez plutôt un pieu. Hein? Voilà. Parce que les graines de moutarde, personnellement, j'y crois pas. Ils en ont fait une petite blague d'ailleurs dans la série X-Files. Il y avait un épisode avec des vampires, le mec il lançait des graines et le vampire se sentait hyper ridicule parce que c'était un truc qu'il était obligé de faire et ça se faisait plus depuis des siècles. Et genre, oh non, je vais devoir tout compter. On est loin des pièges dont je parlais au début de Ghostbusters, hein, très technologique. Bon, après, effectivement, on a d'autres objets un petit peu particuliers. Excusez-moi. Le portrait me fait penser dans Ghostbusters, le nouveau, au premier fantôme qui passe. Alors le portrait, justement, j'allais y venir, ça fait partie des petits objets personnels. Quand les investigateurs de l'étrange et du fantomatique, on va dire, à l'époque, quand ils enquêtaient sur un lieu, qu'ils avaient écarté toutes les possibilités d'un petit rigolo qui faisait croire à un fantôme, s'ils étaient convaincus d'avoir bien affaire à un esprit, ils allaient essayer de déterminer à l'esprit de qui ils avaient affaire. Donc il faut faire des recherches sur les habitants, sur les choses qui se sont passées, peut-être qui auraient pu conduire à ce qu'il y ait un esprit. Et quand on a l'identité potentielle de l'esprit, on va essayer de ramener des effets personnels. Donc, la photo de la personne, par exemple, une montre, on a une bague, une paire de gants. Voilà, on a ce genre de choses. On ramasse les effets personnels de l'esprit. C'est censé, c'est même pas censé, ça renforce en fait la communication qu'on va pouvoir avoir avec l'esprit. Parce qu'on cherche avant tout à communiquer avec les esprits.
Je vous faisais le parallèle avec les mallettes de chasseurs de vampires où on est vraiment là pour buter le vampire, point barre. Il y a un vampire, on le tue, c'est réglé. Quand on chasse le fantôme, on travaille de manière différente. On enquête, on se documente, on renseigne et on n'est pas là pour faire du mal à l'esprit. On est là pour le libérer, qu'il arrête de tourmenter éventuellement les gens qui tourmentent et pour qu'il puisse s'en aller tranquillement. Donc on va essayer de pouvoir communiquer plus facilement avec lui. D'où le fait qu'on va essayer de ramener justement des effets personnels. Il y a un autre objet qu'on va utiliser au début et qu'on va vite mettre de côté. Tout le monde connaît. Le pendule. Il y en a qui pratiquent un peu le pendule ici? Oui? Qui c'est qui a dit oui? Vous? Alors, radiesthésie vous faites? Voilà. Alors, parce que moi, des fois, je me mets un peu les gens qui pratiquent le pendule à dos. Et le pendule, ça a été rapidement abandonné par les chasseurs de fantômes pour plusieurs raisons. La première, et je pense que madame appuiera mes propos, des pendules, il en existe des centaines et des centaines de versions différentes. Vous en avez en différents métaux, vous en avez en or, en argent, en plomb, en étain, vous en avez en différents bois, en buis, en chêne, en sapin, vous en avez en pierre, en plein de types de pierres différentes. Le problème de cette diversité, c'est que les pierres, la matière dans laquelle est faite votre pendule, ne va pas forcément bien réagir sur le lieu où vous allez enquêter. Je vais vous donner un exemple plus concret. Vous êtes censé enquêter sur un fantôme dans un vieux manoir. Vous allez utiliser un pendule, je ne sais pas moi, en cuivre. Peut-être que le pendule ne va vous donner aucune réponse, tout simplement parce que les énergies du lieu ne vont pas communiquer bien avec le cuivre. Alors qu'il peut y avoir plein de choses sur le lieu, plein d'énergie, plein de choses qui réagiraient très bien avec notre pendule, mais là en l'occurrence pas avec celui qu'on utilise. Et ça on ne peut pas trop le savoir, même si en général on a des affinités avec telle ou telle matière. A l'inverse, on peut avoir une matière qui est beaucoup trop réactive sur un lieu où il ne se passe pas grand chose. Donc rapidement ils vont enlever l'utilisation du pendule. Le deuxième truc qui fait qu'on ne va pas utiliser le pendule, c'est beaucoup plus scientifique, c'est ce qu'on appelle l'effet idéomoteur. C'est ce qui est utilisé aussi avec ça. Un verre. Avec un verre. Ouais, l'effet idéomoteur, c'est quand on picole. Non, c'est pas vrai. Quand on met les lettres autour, que tout le monde pose un doigt sur le verre, ça fait flipper ça. Hein, voilà. Quand on pratique la Ouija avec un verre. En fait, c'est influencé par l'effet idéomoteur. Le pendule, c'est pareil. Il y a un truc très simple à faire, un exercice très simple à faire que n'importe qui peut réussir. Vous brillez en société dans une soirée mondaine. Vous voulez faire bonne impression, vous bricolez un pendule avec n'importe quoi, avec une chaîne et une bague. Vous donnez le pendule à une personne, elle le prend comme ça, elle met son autre main en dessous. Et vous essayerez chez vous si vous voulez, à quelqu'un qui n'est pas au courant de comment ça fonctionne. Vous lui dites de poser des questions simples, dont la réponse est évidente. Donc vous ne demandez pas quels sont les chiffres du loto qui vont sortir dans 2 mois, et vous allez plutôt... La personne qui a le pendule va dire: est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis blonde? Est-ce que j'ai 3 jambes? Le but étant d'identifier les réponses du pendule, parce que chaque personne va avoir le pendule qui agit de différentes manières. Il y en a pour qui les réponses oui vont être un mouvement de balancier, et les réponses non vont faire un cercle. Il y en a pour qui ça va être l'inverse, il y en a pour qui pour oui ça va tourner dans un sens et non ça va tourner dans un autre sens. Chaque personne, en fait, va extérioriser sa réponse dans le pendule. Je précise que les questions, la réponse doit être évidente. Il faut que la personne sache la réponse à la question qu'elle demande. Parce qu'en fait, c'est les micro-contractions musculaires qui sont imperceptibles volontairement qui vont faire bouger le pendule. La personne va répondre toute seule. Faites ça 10 minutes avec quelqu'un, vous allez voir que rapidement, le pendule, sans que lui réponde à haute voix, va donner des non et des oui précis sur les questions. Une fois que la personne a bien identifié le oui et le non, vous faites un truc très simple, vous prenez le premier objet qui vous tombe sous la main, un briquet, une bague, une carte bleue, n'importe quoi, vous planquez ça dans la pièce. La personne qui avait le pendule planque ça dans la pièce, sans que vous le voyez. Une fois que c'est fait, vous mettez la personne au milieu de la pièce, vous lui donnez le pendule, vous lui dites de ne pas répondre à haute voix, de juste se concentrer sur le pendule. Vous divisez la pièce en 2. Vous dites: est-ce que l'objet caché est dans la zone 1? Vous allez voir que le pendule va répondre par oui ou par non. Vous demandez si c'est dans la zone 2 et vous recoupez.
vous recoupez les zones en deux parties, puis en deux parties, et vous pourrez être capable de retrouver n'importe quel objet caché dans la pièce. Parce que l'inconscient du cerveau de la personne va faire se manifester le pendule de manière à ce qu'il réponde oui ou non. C'est l'effet idéomoteur. C'est exactement ce qui se passe quand il y en a qui jouent à la Ouija. Ils vont poser le verre comme ceci. Il y a des expériences très simples qui ont été faites là-dessus, à l'époque justement parce qu'on était persuadé que le spiritisme était une science exacte, et puis il y a eu des détracteurs qui se sont vite mis en place en disant oh, on va se calmer un petit peu. Ils ont fait une expérience très simple. Déjà, ils ont rassemblé des adeptes de spiritisme, ils les ont mis dans la même pièce, ils leur ont tous fait poser le verre. Esprit, es-tu là? Comment tu t'appelles? Ils ont eu un nom, un prénom qui s'est dessiné. On a refait l'expérience dans le noir complet. Les gens ne voyaient pas les lettres que le verre indiquait. Et là, bizarrement, ça s'est mis à faire n'importe quoi. Des fois, ça n'indiquait pas des lettres, ça bougeait n'importe comment. Il y a une autre expérience qui a été faite aussi. On a pris une vingtaine de personnes qui étaient volontaires, qui ne savaient pas trop ce qui allait se passer. On leur a sorti plusieurs photos. Je vais vous montrer celle-ci. On leur a sorti plusieurs photos, en fait. On était censé leur faire choisir à tous, individuellement, une photo. C'était des photos de personnes. Il y avait des hommes, des femmes, des photos en couleur, des photos en noir et blanc. Sous chaque photo, il y avait un prénom. Ce que les 20 personnes ne savaient pas, c'est que la personne qui leur faisait choisir les photos était un illusionniste, habitué à manipuler les cartes ou les petits objets. C'est exactement ce qui a été fait avec les photos. Et sans le savoir, les 20 personnes ont eu toutes choisies, soi-disant par hasard, mais en fait influencées et choisies par le magicien. Ces 20 personnes ont toutes choisi la même photo. Je prends un exemple, genre c'était la photo d'une nana qui s'appelait, je sais pas, je dis n'importe quoi, Juliette. Les 20 personnes ont eu la photo de Juliette. On leur avait bien dit, vous gardez l'information dans votre tête, vous ne dites pas quelle photo vous avez eue aux autres et compagnie. On les a posés autour du verre, on leur a demandé de se concentrer sur la photo qu'ils avaient tirée. Ils étaient 20 à avoir le doigt sur le verre comme ça, et le verre a inscrit le prénom de Juliette. Une fois de plus, parce que c'est l'effet idéomoteur qui entre en compte, et c'est le subconscient qui va influencer les choix. Les gens d'ailleurs qui utilisent le pendule vous disent souvent que ça vous aide à prendre des décisions qu'au fond de vous-même, vous connaissez un petit peu. Je pense que madame ne peut pas me contredire, en général, c'est plus pour nous aider à faire des choix et des réflexions sur nous, que pour vraiment vous nous donner des illuminations ou ce genre de choses. Ça pousse à la réflexion. C'est pour ça que je dénigre pas du tout le pendule, j'explique juste le principe, mais c'est voilà. Je fais simple aussi pour pas non plus m'étendre dessus. Alors, petite particularité, est-ce que j'ai des photos spirites là? Je crois que oui. Le 19e siècle, c'est la grande mode des chasses aux fantômes. Et je finirai là-dessus, je ne sais pas quelle heure il est. C'est l'apparition de la photographie, en même temps que la grande mode des fantômes. Et du coup, on va avoir la photo spirit. La photo spirit, c'est une grande mode. Quand vous allez faire une soirée spiritisme, on vous fait faire une petite photo souvenir. Et au développement de la photo, qu'est-ce qui apparaît sur la photo à côté de vous? Un fantôme. Alors, il faut savoir que dans 90% des cas, on va dire, c'est les précurseurs de Photoshop, les mecs. Ils avaient compris qu'ils pouvaient développer deux photos sur un seul support et du coup avoir un effet de transparence. Il y a quand même certaines photos qui restent très très étranges et complètement inexplicables aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont de vulgaires trucages, qui sont vraiment moches et visibles. Mais à l'époque, ça marchait. Pour vous, c'est facile, les photos, la vidéo, ça reste très accessible. Mais dites-vous qu'à l'époque, c'est la première fois que les gens voyaient ce qu'ils avaient vu de leurs yeux, de vrai, fixé sur papier, sans l'intermédiaire artistique d'un peintre ou d'un dessinateur. Donc c'était quand même assez exceptionnel. Parmi ces photos, je vous laisserai venir y jeter un œil tout à l'heure si vous voulez. Vous verrez qu'il y a certaines où il est question de sécrétion d'ectoplasme. Qu'est-ce que c'est l'ectoplasme? Alors dans Ghostbusters, l'ectoplasme, c'est l'espèce de dégueulis tout poisseux qui laisse les fantômes. On est d'accord? C'est l'espèce de morphe de fantôme qui laisse de partout. Au 19e siècle, l'ectoplasme, c'était ça. Ouais, le truc qui coule de l'oreille. Ça pouvait couler par divers orifices, comme ils aimaient dire à l'époque. Souvent le nez, la bouche et les oreilles.
rarement les autres orifices, si ça peut vous rassurer. En général, on utilisait de la tulle, du voile ou de la dentelle. Pourquoi? Parce que la dentelle, ça a cet effet un peu vaporeux. Et surtout, ça peut se rouler en boule. C'est une boule très compacte que les médiums, les faux médiums avaient planqué dans la bouche. Et elle était vidée fil par fil comme ça. Et on avait l'impression que le mec il sécrétait ce qu'ils appelaient l'ectoplasme. Effectivement. En vrai, l'ectoplasme, ça ressemble à ça. Alors celui-là, il est un peu séché. Agent Bichon, est-ce que tu peux le passer voilà. Voilà. C'est également ce qu'on appelle un liquide non newtonien. Alors amusez-vous avec de la maïzena et de l'eau, vous verrez, c'est à peu près pareil. L'ectoplasme, encore aujourd'hui, ça reste un mystère, ça reste aussi une croyance où il y a plein de choses qui n'étaient pas très vraies. Mais ils se sont rendus compte également qu'il y a certaines fois où ils ont trouvé une substance très étrange sur certains lieux. Et on ne sait pas trop si c'est... Ah ouais, c'est peut-être mieux là. On ne sait pas trop si c'est un résultat, si c'est la cause ou la conséquence. Comme je vous disais en début de conférence où j'ai commencé à parler des fantômes, les fantômes ne sont pas sur le même plan que nous. On est dans ce qu'on appelle grosso modo le monde physique et les fantômes sont censés être sur ce qu'on a appelé au fil du temps le plan éthéré, le monde immatériel. C'est comme si on avait deux mondes qui se superposaient mais que l'un ne communiquait pas avec l'autre. Et pour qu'un fantôme puisse entrer en contact avec le monde physique, c'est soit pour qu'il puisse entrer en contact qu'il a besoin de sécréter de l'ectoplasme qui l'aide à matérialiser la chose, soit c'est en entrant en contact avec notre monde qu'il est censé laisser des résidus ectoplasmiques. Ça reste un truc très étrange, je vous invite à farfouiller un peu sur internet parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi, je vous rassure. Hein. Vous allez aussi tomber sur la théorie du complot, les Illuminati reptiliens qui ont construit les pyramides et compagnie. Voilà. Faites attention quand même, hein, je précise. L'ectoplasme reste une des curiosités. Et dernier petit objet, avant qu'on passe aux 2-3 questions et qu'on s'arrête là, les lunettes. Dans Ghostbusters aussi, hein, je vais y revenir, je suis désolé, mais dans Ghostbusters, ils ont des lunettes un petit peu spéciales. Et il faut savoir que ces lunettes, ça existait. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, il a fallu faire pas mal de recherches. Et ça existe depuis le 19e siècle. C'est ce qu'ils appellent des spectroglobes. Ce qu'ils appelaient des spectroglobes, ouais, c'était un nom un peu classe à l'époque. Ça existe encore aujourd'hui, pas sous ce nom-là. Alors, à la grande mode du New Age, il y a un truc qui est sorti, c'était les appareils photo qui prenaient l'aura des gens en photo. L'aura, c'est censé être votre énergie, en fait, qui a une couleur différente sur chaque personne. Il y a beaucoup de gens qui criaient à la supercherie ou au charlatanisme quand c'est sorti. Il faut savoir que c'est un principe chimique qui n'a rien de magique pour révéler l'aura des gens. On ne sait pas exactement cette histoire d'aura ce que c'est, mais on sait que c'est un produit, alors j'ai oublié le nom, une image bleutée, ça se trouve des lunettes pour voir l'aura, ça vaut 30 balles sur internet. Et en fait c'est un procédé chimique qui va diviser le prisme lumineux et qui va révéler une fréquence de lumière que l'œil humain n'est pas censé voir. Et ça marche, c'est un procédé optique et scientifique, tout ce qu'il y a de plus concret, qui est utilisé, qui est encore utilisé un petit peu aujourd'hui par les chasseurs de fantômes. C'est exactement le même produit chimique qu'on met dans les lunettes pour voir l'aura des gens. C'est ce qu'ils utilisaient à l'époque, effectivement, et c'est censé révéler, montrer les fantômes. J'ai oublié le nom du produit, je suis désolé, pourtant j'ai quand même une bonne mémoire. Voilà. On a encore quelques autres objets, mais c'est relativement peu important. Des clés, alors les clés, c'est ce qui a remplacé les pendules. J'ai expliqué qu'on n'utilisait plus les pendules, on va utiliser les clés. Je vous expliquerai un petit peu plus tard s'il y en a que ça intéresse. Et avant qu'on passe, qu'on s'arrête là, est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames ?